Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la médiation togolaise en action dans le dossier nigérien annonce qu'un délai de la transition a été fixé. Un accord aurait été conclu avec les généraux nigériens au pouvoir depuis le coup d'État. Des problèmes d'acheminement du matériel électoral ou encore des difficultés liées à l'accessibilité du fichier électoral dénoncés à quelques jours des élections en République démocratique du Congo. De son côté, la commission électorale assure qu'elle respectera le délai constitutionnel. Un accord d'allègement de la dette de la Somalie, une réduction à hauteur de 4,5 milliards de dollars. Nous ferons le point dans ce journal. Un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenu ce 15 décembre à Ciudad de la Paz, en Guinée équatoriale. Rencontre consacrée à la situation au Gabon, pays sous sanction de la part de la CEAC depuis le coup d'État qui a renversé le 30 août 2023 Ali Bongo Ondimba. Depuis, l'instance sous-régionale a suspendu le Gabon, sanction que le pouvoir de transition tente de faire lever. Pour l'instant, aucune conclusion n'a été divulguée au sortir de la rencontre de ce vendredi. Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussé, en médiation à Niamey, a affirmé ce jeudi avoir convenu des modalités de la transition au Niger. Les points importants auraient été abordés avec le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein, chef du gouvernement issu du coup d'État de juillet dernier. Alors pour le moment, aucun détail, là aussi, n'a été donné concernant la durée de la transition. Cette durée constitue sans doute le point le plus important, le point le plus important des discussions dont le contenu doit être présenté au chef d'État, médiateur de la commission et à la commission de la CEDEAO. C'est ce qu'indique Robert Dussé, dont les déclarations interviennent quelques jours après la possibilité annoncée par la CEDEAO d'un allègement de ses sanctions à l'encontre du Niger, conditionné à une transition courte avant le retour des civils au pouvoir. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères du Togo. Avec le Premier ministre et notre homologue, le ministre des Affaires étrangères du Niger ici présent, nous avions travaillé et convenu du contenu, du timing de la transition, ce qui est une avancée, et nous allons d'ores et déjà présenter au chef d'État médiateur et à la commission de la CEDEAO ce contenu que nous avions convenu ensemble, en espérant qu'en janvier, le chronogramme attendu par la CEDEAO sera connu suite au travail que nous aurons avec la partie nigérienne. Et alors que les émissaires de la CEDEAO ont entamé ces discussions sur la transition avec le régime de Niamey, la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné ce vendredi la remise en liberté du président Mohamed Bazoum et de sa famille qui, depuis juillet, sont séquestrés dans la résidence présidentielle. Il n'y aura pas de report, nous allons tenir les élections le 20 décembre, soutient la commission électorale de la République démocratique du Congo, alors que 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans moins d'une semaine pour les élections générales, les législatives, les provinciales, les municipales et la présidentielle, et que de nombreuses failles dans le processus électoral sont dénoncées. Problème d'acheminement du matériel électoral dans les bureaux de vote, carte d'électeur illisible, fiabilité et difficultés liées à l'accessibilité du fichier électoral. Écoutez ce qu'en dit la CENI qui insiste sur le fait que le calendrier sera malgré tout respecté. Écoutez Denis Kadima, président de la commission électorale. J'en profite aussi pour dire un mot sur la question des cartes des électeurs. Nous savons qu'il y a des problèmes à ce sujet, mais la CENI, en plus de délivrer les duplicata, nous profitons pour rassurer l'électorat que toute personne ayant été inscrite aura l'occasion d'exercer son droit de vote. En d'autres termes, que les gens se présentent avec leur carte, quel que soit son état, parce que pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste des électeurs. Donc que ceux qui ont des problèmes avec leur carte
ne soient pas découragés, qu'ils viennent, ils seront pris en charge et ils seront en mesure de voter, quel que soit l'état de leur carte. Et même s'ils ont perdu leur carte, on pourra toujours retrouver leur nom sur la liste. J'aimerais faire un appel aux candidats pour que cette campagne continue à être paisible, parce qu'elle l'est largement. J'aimerais par cette même occasion décourager tous les actes de violence qui se posent de temps en temps. Nous pensons que ceci, c'est un exercice démocratique où les candidats doivent convaincre à partir des arguments, à partir des idées qu'ils vont émettre, plutôt que en utilisant leurs muscles. Ce n'est pas comme ça dans les jeux démocratiques. La Somalie a obtenu ce mercredi un accord d'allègement de sa dette à hauteur de 4,5 milliards de dollars auprès de ses créanciers internationaux. L'annonce a été faite par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Cet accord s'inscrit dans le cadre d'un programme d'annulation de la dette dénommé Initiative en faveur des pays pauvres, une entente supervisée par le FMI et la Banque mondiale. Nathalie Mo. La dette extérieure de la Somalie est passée de 64% du PIB en 2018 à moins de 6% du PIB à fin 2023. Le pays a obtenu un allègement de 4,5 milliards de dollars de dette par le Fonds monétaire international et l'Association internationale de développement de la Banque mondiale. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud se réjouit de cette avancée qui permet au pays de disposer d'un budget national crédible, de recettes intérieures prévisibles et en expansion, ainsi que de systèmes de gestion des finances publiques renforcés. Nous avons amélioré notre capacité de génération de données pour mieux éclairer notre élaboration de politique afin que les interventions puissent cibler les plus vulnérables de notre société. Nous disposons désormais d'une vision et d'une orientation claire pour construire une économie meilleure et plus inclusive, guidée par un plan de développement national inclusif. Il a fallu à la Somalie près d'une décennie, 3 administrations différentes, 2 présidents et 4 ministres des Finances pour obtenir un allègement de la dette. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Hassan Sheikh Mohamud s'est engagé dans une accélération des réformes économiques. Désormais, le pays peut réintégrer le système financier international après 30 ans d'exclusion. Nous avons normalisé nos relations avec nos anciens créanciers et pouvons désormais accéder à de nouveaux financements concessionnels lorsque cela est nécessaire pour les investissements de développement, alors que nous continuons à renforcer les fondamentaux budgétaires grâce aux enseignements tirés des réformes. Sortie d'un programme de réformes économiques restrictives, la Somalie envisage son développement économique. Le gouvernement mise sur près de 9 millions d'hectares de terres arables que compte le pays pour développer son secteur agricole. Par ailleurs, des investissements dans les domaines de la santé et l'éducation sont cruciaux, a indiqué le chef d'État somalien. Les entrepreneurs face à la problématique du financement ont trop risqué de miser sur certains types de sociétés, considèrent les investisseurs. C'est notamment le cas concernant les petites et moyennes entreprises. Malgré leur importance dans le tissu économique, cette problématique du financement, on la rencontre entre autres au Cameroun où les petites sociétés continuent de souligner l'urgence de trouver des solutions. Philomène Tine. Dans le paysage économique dynamique du Cameroun, un défi de taille persiste pour les entrepreneurs locaux, les coûts d'accès au financement qui atteignent des niveaux jugés chers. Le ministère camerounais de l'économie révèle que 91% d'entrepreneurs locaux estiment que les coûts d'accès au financement dans le pays sont excessivement élevés. Seulement 6% les trouvent moyens et 3% faibles. Ces coûts comprennent non seulement des taux d'intérêt élevés, mais aussi l'assurance et le courtage. Le secteur industriel au Cameroun n'est pas seulement plombé par le coût direct du crédit. Il est aussi plombé par la parafiscalité associée aux conditions d'obtention du crédit. Le coût du crédit au Cameroun est sous une chape de plomb parce qu'il n'y a pas un accompagnement étatique ou corporatif visant à réduire de façon indirecte le poids du prix de l'emprunt.
La résolution de cette question des coûts d'accès au financement est essentielle pour libérer le potentiel entrepreneurial du Cameroun et stimuler une croissance économique plus inclusive. À noter que cette même étude indique que 91% des chefs d'entreprise estiment que les appuis financiers de l'État restent insuffisants, même si 61% d'entre eux n'en ont pas connaissance. La situation du coût élevé moyen de l'emprunt généralisé dans le secteur industriel et semi-industriel freine l'expansion des PME, limite la capacité des PME à embaucher et rendre des entreprises fébriles par rapport au marché. Toutes ces entreprises sont face à la concurrence et face à une telle concurrence avec des coûts de crédit indirects qui ne sont pas subventionnés, automatiquement, le secteur semi-industriel et industriel est fragilisé. Toutefois, selon la situation économique et financière globale des entreprises camerounaises dressée par l'Institut national des statistiques du Cameroun, la relance de l'activité économique des entreprises modernes s'est traduite par le relèvement de 8,6% du chiffre d'affaires après contraction de 4,1% en 2021. Les entreprises évoluant dans le secteur secondaire ont enregistré une hausse des investissements de l'ordre de 51,5%. Partons maintenant à la découverte d'un dérivé de l'arc. Il s'agit de l'arc musical. On retrouve cet instrument notamment en Afrique où il en existe de multiples variétés de cet instrument ancestral qui appartient à la famille des cordes que certains tentent aujourd'hui de sauvegarder, comme vous allez le voir dans ce reportage de Lefty Unou. Intitulée La Marche des Amazones, cette performance musicale exclusive est composée à base d'arc musical à cordes frappées. C'est une œuvre de Ano Ange Daniel, professeur d'arc en bouche Dodo, et Angéline Yenyan Touré, docteur en musicologie ethnomusicologie. Formé par l'un des pionniers de cet art, le professeur Adepo Yapo de regrettée mémoire, Ange et Angéline forment un duo spécialisé dans l'usage des instruments ancestraux à cordes. Né 3000 ans avant Jésus-Christ, l'arc musical demeure la souche des instruments à cordes qui existent dans le domaine musical, notamment la guitare, la harpe, le violon. Les arcs musicaux sont joués dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Bénin. Il y a Tim Winze qui en joue du Burkina Faso. Et avant lui, il y a beaucoup de musiciens d'Afrique du Sud qui en jouent dans leurs différentes formes. Il y a l'arc pincé, l'arc frotté, l'arc frappé, l'arc raclé. Nous jouons l'arc à cordes frappées avec un réservateur buccal. Nous avons inscrit cet instrument dans une dynamique de recherche scientifique. C'est l'apport scientifique mêlé à l'apport traditionnel que nous avons fait. Et nous avons hérité cela d'Adepo Yapo. L'arc musical est un instrument monocorde. Il est composé d'une branche arquée, une corde en liane plate, d'une baguette en bambou séché et un petit bâton touche. Ange et Angéline jouent des harmoniques pour créer des mélodies extraordinaires. L'arc musical est un instrument parleur qui fait partie de la dromologie. Il peut être joué dans des orchestres pentatoniques et heptatoniques. Au Quai Branly, en 2015, nous avons fait un grand concert avec un violoniste virtuose français, Jean-Philippe Odoli, le violon, l'arc musical, et la kora. Il y a eu ce brassage culturel. C'était vraiment inexplicable. Feu Adepo Yapo pionnier a composé plus d'une vingtaine de titres à base de l'arc musical, dont certains inédits. À travers des concerts, Ange et Angéline revisitent sa discographie et jouent leur création. Dans l'objectif d'une candidature multinationale, Angéline Yenyan Touré part son doctorat sur l'arc musical et le professeur Dodo Ange Daniel sollicite des moyens afin de faire inscrire au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO les arcs musicaux d'Afrique. Entre autres ambitions, le duo souhaite jouer au Zénith en France, donner des concerts d'arcs musicaux dans le monde et introduire l'arc musical dans le jazz. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.